Le travail de mémoire est parfois étonnamment sélectif. Chacun a entendu parler de la rafle du Veldiv, notamment depuis le discours de Jacques Chirac en 1995. Dans le dernier livre d'Anne Sinclair, il est donné un certain écho à ce qu'on appelle la rafle des notables, mais peu de gens savent ce qu'est la rafle du billet vert. Et cette rafle constitue pourtant un moment de basculement capital dans l'histoire de la collaboration et dont on va commémorer les 80 ans le 14 mai prochain. Alors, on a la chance d'être reçu par Serge Klarsfeld qui va nous expliquer ce qu'est cette rafle dite du billet vert. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit et pourquoi l'appelle-t-on rafle du billet vert? La rafle du 14 mai 1941 est appelée rafle du billet vert parce que la police française a utilisé un moyen extrêmement sournois pour s'emparer des Juifs sans avoir besoin de faire une véritable rafle, c'est-à-dire d'aller dans la rue attraper les gens ou d'aller dans leur domicile. Elle a envoyé un billet de couleur verte, voilà le billet de couleur verte, et demandant aux Juifs qui recevaient ce billet de venir à un centre de rassemblement pour un examen de situation et de venir accompagné d'un parent ou d'un ami, mais de venir en personne. Et comme c'était pour un examen de situation avec papier d'identité, les milliers de Juifs qui ont été convoqués ont pensé, les hommes qui étaient convoqués, ont pensé qu'il s'agissait de venir avec un ami ou un parent qui attesterait de l'identité de la personne qui confirmerait. Or, en fait, quand ils sont arrivés dans les centres de convocation, eh bien, on a gardé la personne qui était convoquée et on a dit aux parents ou à l'ami, allez chercher une valise avec des effets pour la personne qui vient d'être arrêtée. Et c'est ainsi que 3700 Juifs sur 4500, 5000 qui ont été convoqués, eh bien, ont été arrêtés, sont tombés dans le piège. Ils ont été convoqués dans 5 centres de rassemblement. Il y avait la caserne Napoléon, la caserne des Minimes, le centre de la rue du 52 de la rue Édouard Pailleron, le 33 de la rue de la Grange aux Belles et surtout le gymnase Japy où plus de 1000 Juifs ont été convoqués et dont on garde les photos puisque les autorités allemandes ont envoyé un ou plusieurs photographes photographier le gymnase Japy et la rue Japy où les familles sont venues immédiatement voir ou essayer de savoir ce qui allait se passer avec les maris ou les pères qui avaient été arrêtés. Là, il s'agissait de Juifs étrangers. Il s'agissait de Juifs étrangers parce que, et alors là, il faut remonter à la décision, à la volonté des Allemands de créer des camps en zone occupée. Parce que le paradoxe, c'est que en zone libre, il y avait entre 30 et 40 000 Juifs qui étaient internés dans des camps, et en zone occupée, ou occupée par les Allemands, ben, il n'y avait pas de camp pour Juifs. Pourquoi? Parce que en octobre 1940, le 3 octobre 1940, le statut des Juifs a été adopté par le Conseil des ministres, et le lendemain, un décret-loi a permis l'arrestation par les préfets, l'internement par les préfets
dans toute la France, en principe, des juifs, des ressortissants étrangers de race juive. Et cette loi du 4 octobre 1940, il faut dire que les juifs étrangers, le 3 octobre 1940, ont vu tout d'un coup le ciel tomber sur la tête des juifs français, avec le statut des juifs. Mais le lendemain, le ciel leur est tombé sur la tête avec cette loi. Mais cette loi n'a commencé à être appliquée qu'en zone libre. Alors qu'en zone occupée, elle n'était pas appliquée et il n'y avait pas de camps spéciaux pour juifs. Alors qu'en zone libre, il y avait Gurs, il y avait Rivesaltes, il y avait l'Émile, il y avait Argelès, Saint-Cyprien, d'autres camps. Alors, les Allemands se sont rendus compte au début de l'année 1941 qu'il n'y avait pas de camp en zone et que c'était inadmissible. Ce n'est qu'au début du mois de mai qu'on a déterminé dans quel camp on allait interner les Juifs, et on a choisi 2 camps du Loiret qui étaient des camps prévus pour des prisonniers de guerre allemands et qui ont servi pour des prisonniers de guerre français, les camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande, qui n'étaient pas loin de Paris et qui pouvaient donc accueillir les internés. On avait prévu 2000 internés à Beaune-la-Rolande et 1600, 1700 pour le camp de Pithiviers. Et le 14 mai, elle a commencé dans un certain nombre d'arrondissements qui étaient les plus peuplés par les Juifs, c'est-à-dire le 11e, le 18e, le 20e, le 3e, le 4e arrondissement, le 10e arrondissement. Et à la fin de la journée, eh bien, on avait presque 4000 juifs, presque tous polonais, parce que seuls devaient être arrêtés pratiquement les Polonais et puis les Tchèques. Ce qui a donné 3400 Polonais, 123 apatrides et 157 Tchèques. Et ils sont partis le jour même par la gare d'Austerlitz à Pithiviers, à Beaune-la-Rolande par train. La rafle a été faite donc exclusivement par la police française, mais à la gare d'Austerlitz, les Allemands étaient là, quelques Allemands, dont Dannecker. Dannecker était aussi au gymnase Japy avec le préfet de police. Et à l'arrivée au camp, c'était l'administration française? L'administration française, c'est-à-dire que les Allemands ont demandé que ce soit des officiers de gendarmerie qui dirigent le camp, les 2 camps du Loiret. Et la garde a été confiée à des forces de police françaises. Rapidement, c'était des douaniers qui ont été également chargés de la garde. Et c'est l'intendance de police de la préfecture du Loiret qui a dirigé au sommet, on peut dire localement, cet internement. Alors, à partir du moment où ils ont été internés, commence la vie dans le camp et aussi les problèmes qui ont été posés pour les familles, puisque les hommes, c'était tous des hommes en état de travailler, et les femmes sont restées sans argent et avec des enfants. Et cela a posé pas mal de problèmes. La population parisienne a regardé d'un œil ambigu cette rafle, puisqu'elle a considéré que la charge des familles allait retomber sur l'administration française.
ce qui n'a pas tellement été le cas, puisque les organisations juives se sont mobilisées pour aider les familles, mais malgré tout, la population française n'a pas vu d'un bon œil cette rafle. Et ils ont été déportés combien de temps après avoir été internés? Le régime d'internement n'a pas été extrêmement sévère pendant un certain temps. On voit des photos où les gendarmes se prennent en photo avec les internés parce qu'on ne savait pas encore ce qui allait arriver. Et c'est au mois de mai 1942 que la décision a été prise de déporter ces juifs. Et à ce moment-là, les autorités allemandes ont transmis aux autorités françaises la directive de bien fermer les camps, puisqu'il y a eu des centaines d'évasions. Et immédiatement, les gendarmes qui étaient bienveillants se sont transformés en gendarmes malveillants. Sinon malveillants, du moins respectueux de la discipline, et les évasions ont cessé, et ces juifs ont été déportés au mois de juin 1942, au mois de juillet, par le convoi numéro 4, 5 et 6. C'est le 25 juin, le 28 juin et le 17 juillet 1942, laissant la place libre, je dirais, à leurs femmes et à leurs enfants et à leurs parents, puisque la rafle du Veldiv est intervenue le 16 et le 17 juillet, et que pour interner les Juifs, il fallait interner les Juifs de la rafle du Veldiv, les couples sans enfants à Drancy, les célibataires, et les familles au Veldiv, et puis ensuite à Beaune-la-Rolande et à Pithiviers. Mais pour ça, il fallait déporter, et comme ils ont été déportés en juin et le 17 juillet, eh bien à partir du 17 juillet, on a commencé la déportation de ceux qui étaient à Drancy et ensuite ceux qui étaient à Beaune-la-Rolande et à Pithiviers. Alors, quand Éric Zemmour développe la thèse que Vichy aurait protégé les Juifs français au détriment des Juifs étrangers, il a raison ou il a tort? Il a raison dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'en juillet 1942, l'accord Bousquet et Knochen, cet accord mettait de côté, en attendant, puisque Laval avait donné son accord pour la déportation des Juifs français, mais en priorité, c'était les Juifs étrangers qui devaient être déportés. Mais les enfants des Juifs étrangers étaient nés en France, les enfants de la rafle du Veldiv étaient presque tous, les 4/5 d'entre eux étaient nés en France et avaient été déclarés français par leurs parents qui voulaient eux-mêmes être naturalisés français. Ils étaient français par déclaration, et donc ils ont été déportés alors qu'ils étaient français. Et donc immédiatement, cet accord a été violé, puisque 4000 enfants, dont 3200 à peu près étaient français, ont été déportés. Et les Allemands étaient confrontés à une situation où ils ne pouvaient pas arrêter. La rafle du Veldiv n'aurait pas eu lieu si on avait dit, si Vichy avait refusé son concours. Les Allemands n'avaient pas les effectifs, ne voulaient pas mettre en avant les uniformes allemands, ils ne voulaient pas que dans la rue des Allemands traînent des familles françaises dans les rues.
Et donc, il fallait le concours de la police française. Donc, le meilleur moyen de défendre les Juifs français, c'était de refuser d'arrêter les Juifs étrangers. C'était le meilleur moyen. La marge de manœuvre de Vichy était une marge de manœuvre qui était grande, d'abord parce que les Allemands n'avaient pas les forces de police nécessaires pour arrêter des milliers de Juifs, et d'autre part parce que Vichy disposait de la flotte qui était, comment dire, extrêmement importante aux yeux des Allemands, parce qu'elle risquait de partir, disons, en direction des ports anglais. Il y avait la flotte, il y avait la sécurité des Allemands, qui étaient des troupes allemandes qui étaient garanties par les forces de sécurité françaises, par la police française. Il y avait l'économie allemande l'économie française qui tournait à plein pour l'Allemagne. Et donc, comment dire, Vichy disposait d'une marge de manœuvre qui était suffisante. En plus, Vichy disposait de l'Empire français. Et Vichy pouvait dire non aux Allemands. Donc Vichy n'a pas protégé les Juifs français. Laval a hésité à dire non. Mais il a été entraîné surtout par Bousquet. Il a surtout été entraîné par Bousquet. Et Laval et Pétain ont entériné l'accord entre Knochen et Bousquet. Et cet accord était non seulement d'arrêter les Juifs en zone occupée à Paris, mais également de livrer 10 000 Juifs étrangers de la zone libre. Or, par qui les Juifs allaient être arrêtés en zone libre, puisqu'il n'y avait pas d'Allemands? C'était uniquement par la police française. Et donc, le fait d'accepter d'arrêter les Juifs en zone libre, alors qu'il n'y avait pas d'Allemands, entraînait automatiquement le compromis, soi-disant compromis, d'arrêter les Juifs étrangers en zone occupée, puisqu'on l'acceptait pour la zone libre, Bousquet l'a accepté pour la zone occupée aussi. Mais, disons d'une façon à peu près permanente, Vichy a essayé de mettre les Juifs de nationalité française en deuxième ligne derrière les Juifs étrangers. Il faut toujours se souvenir que l'antisémitisme de Vichy était d'abord un antisémitisme xénophobe et ensuite un antisémitisme tout court vis-à-vis des Juifs français. Mais les Juifs français n'ont été officiellement lâchés qu'en janvier 1944 par Laval, quand il a donné l'autorisation au préfet de la Gironde de mener la rafle des Juifs de Bordeaux, qui étaient français depuis le XVIe siècle. Eh bien, là, officiellement, Laval a lâché les Juifs français, et les Juifs français ont été arrêtés au cours de l'année 1944. Dans une certaine mesure, Zemmour n'a pas tort, mais en règle générale, et si on regarde le problème d'une façon générale, la meilleure façon de protéger les Juifs français, ça aurait été de dire non à l'arrestation des Juifs étrangers, qui était préalable à l'arrestation des Juifs français. Voilà. Et Vichy ne l'a pas fait. Et Vichy ne l'a pas fait en dépit de la marge de manœuvre dont il disposait. Et c'est là la véritable collaboration a été la collaboration policière. Merci Serge Klarsfeld pour ce point sur la rafle du billet vert. Je voudrais prendre quelques minutes pour parler de la situation des Juifs de France aujourd'hui, si vous le voulez bien. Est-ce que vous êtes inquiet pour le judaïsme français aujourd'hui et les Juifs de France ? Je suis inquiet depuis longtemps, parce que finalement, le mémorial de la Shoah, moi-même, nous nous sommes battus depuis
Le mémorial, c'est depuis 1943. Oui. Moi, c'est depuis 1968-67. On s'est battu pour que les Juifs vivent dans un environnement pacifique et dégagé de l'antisémitisme. Et quand nous avons commencé, quand j'ai commencé, l'extrême droite était à un niveau insignifiant. Et aujourd'hui, elle est à un niveau qui est un niveau élevé, électoralement parlant. Avec la menace donc, de 2022 une menace, aux élections présidentielles. Par ailleurs, il y a le fondamentalisme musulman. Et par ailleurs, il y a une extrême gauche qui est antisioniste entre guillemets, mais plus ou moins antisémite aussi. Ça fait quand même beaucoup de... disons, un environnement qui n'est pas un environnement particulièrement sain pour nous. Qui est anxiogène. On l'a bien perçu lors de la manifestation de dimanche dernier à la suite de la décision de la Cour de cassation de confirmer l'irresponsabilité pénale du meurtrier de Sarah Halimi. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision de la Cour de cassation? Est-ce que vous comprenez l'anxiété et la colère de la communauté La Cour juive? de cassation a été à l'avant-garde de tous les jugements pour crimes contre l'humanité. Elle a dégagé la voie pour les crimes, pour le jugement des crimes contre l'humanité. Toutes les questions préalables qui avaient été posées par les défenseurs de Barbie, de Papon, ont été repoussées par la Cour de cassation. Et donc, il est normal de considérer que le refus de la Cour de cassation d'interpréter la situation en fonction de la loi est un recul certain. Et cela marque une certaine lâcheté, une prudence ou lâcheté de la part de la Cour de cassation. Donc, effectivement, la composition a changé au fur et à mesure que le temps passait, mais on peut dire que la Cour de cassation de 2021 n'est plus la Cour de cassation des années 1990. Et que ça reflète peut-être une évolution de la société française vis-à-vis des Juifs, tout simplement. Merci Serge Klarsfeld, merci beaucoup.